J'étais assise à table quand ma mère a lâché cette phrase qui allait tout changer. « Béatrice, tu es la plus grande déception de cette famille. » Mais cette fois, quelque chose de différent s'est produit en moi. Quelque chose qui s'accumulait depuis des années, des décennies peut-être, a finalement atteint sa limite. J'ai posé ma fourchette dans l'assiette, je me suis essuyé la bouche avec la serviette, et j'ai regardé ma mère droit dans les yeux. Alors arrête de m'appeler chaque fois que tu as besoin de quelqu'un pour s'occuper de mamie Lucia, ai-je dit, avec un calme que je ne savais même pas posséder. Arrête de m'appeler quand la voiture tombe en panne. Arrête de m'appeler quand tu as besoin de quelqu'un pour organiser les fêtes de famille. Et surtout, arrête de m'appeler quand tu n'as plus d'argent à la fin du mois. Son visage est devenu blanc. Mon père a posé son verre sur la table avec plus de force qu'il ne le voulait, faisant déborder un peu le vin. Camilla a finalement levé les yeux de son téléphone, bouche bée. Raphaël m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. J'avais 35 ans. 35 ans à vivre comme la fille invisible, celle qui faisait tout bien mais ne recevait jamais de reconnaissance, celle qui était toujours disponible mais jamais valorisée. Et lors de ce dîner d'anniversaire de ma mère, en avril 2024, tout est remonté à la surface. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, je dois remonter dans le temps. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne à Belo Horizonte. Mon père, Alberto, était comptable. Ma mère, Sonia, était professeure d'histoire qui a arrêté de travailler quand Raphaël est né. Nous étions moi, Raphaël et Camilla. Raphaël était l'aîné, né en 1985. Je suis venue 2 ans plus tard, en 1987. Et Camilla, la petite dernière, est née en 1992, quand j'avais 5 ans. Depuis l'enfance, j'ai remarqué qu'il y avait une hiérarchie non déclarée dans notre maison. Raphaël était le prince, l'enfant prodige qui allait faire quelque chose de grand dans la vie. Camilla était la princesse, le bébé de la famille que tout le monde protégeait et gâtait. Et moi? J'étais celle du milieu, la pratique, la fiable, celle qui résolvait les problèmes. Quand j'avais 7 ans, ma mère m'a appris à faire du riz et des haricots pour aider. Raphaël, à 9 ans, était trop occupé avec le football. Camilla n'avait que 2 ans, donc elle ne comptait pas. À 10 ans, j'étais déjà responsable de m'occuper de Camilla après l'école pendant que ma mère faisait les courses ou rendait visite à des amis. Raphaël étudiait, bien qu'il passait plus de temps à jouer aux jeux vidéo qu'avec les livres ouverts. À l'adolescence, le schéma s'est intensifié. Raphaël est entré à la faculté d'ingénierie et était traité comme un dieu. Chaque examen réussi, chaque note moyenne, était célébrée comme s'il avait gagné un Nobel. Camilla était dans sa phase rebelle de préadolescence, sortant avec ses amis, essayant du maquillage, ayant des petits amis en cachette. Ces petits scandales étaient traités comme une phase de croissance et une personnalité forte. Et moi? Je travaillais à temps partiel dans une librairie à 16 ans, maintenant d'excellentes notes à l'école, aidant aux tâches ménagères, et pourtant, j'étais presque invisible. Je me souviens avoir ramené à la maison le certificat de meilleur élève de l'année en littérature. Ma mère a regardé brièvement et a dit, « C'est bien, ma fille. Tu as vu que Raphaël a réussi son calcul ? Avec 7,5. Nous sommes tellement fiers. 7,5. Il avait réussi de justesse une matière qu'il avait échoué 2 fois, et c'était un motif de célébration plus important que moi étant la meilleure élève de toute ma classe. Mais je continuais à essayer. Parce que c'est ce que font les enfants du milieu, n'est-ce pas ? Ils continuent à essayer de prouver leur valeur, continuent à travailler pour la reconnaissance qui semble toujours être à un pas de distance. Quand est venu le moment de choisir ma profession, j'ai décidé d'être infirmière. J'aimais prendre soin des gens, j'avais des compétences pour cela, et je voyais du sens dans une carrière dans le domaine de la santé. Ma mère a froncé le nez. L'infirmière ? Pas médecin ? Je veux être infirmière, maman. C'est différent de la médecine, c'est un domaine à part entière, avec ses spécialités. Mais l'infirmière est celle qui s'occupe des patients pendant que le médecin fait le travail important, m'a-t-elle interrompu. Pourquoi tu n'essaies pas la médecine ? Ou au moins la pharmacie ? Quelque chose de plus prestigieux ? Cela m'a fait mal. Mais j'ai continué. Je suis entrée à la faculté de soins infirmiers en 2006, travaillant dans 2 emplois pour payer les frais de scolarité parce que mes parents ne pouvaient pas aider, tout l'argent disponible allait à l'ingénierie de Raphaël dans une université privée coûteuse. C'est que son ingénierie est plus difficile, bien. Il doit se concentrer sur ses études, expliquait mon père, comme si les soins infirmiers étaient un cursus que je pouvais faire en dormant. J'ai obtenu mon diplôme en 2010, avec les honneurs, et j'ai trouvé un emploi dans un hôpital privé réputé. Mon salaire n'était pas mauvais pour une nouvelle diplômée.
Enfin, j'avais une certaine stabilité financière. Enfin, je pouvais respirer. C'est alors que les demandes ont commencé. La première était en août 2010, 2 mois après mon diplôme. Ma mère m'a appelée, la voix larmoyante. Ubia, chérie, j'ai besoin d'une faveur. Ton père et moi avons des difficultés financières ce mois-ci. Le réfrigérateur est tombé en panne et nous devons en acheter un nouveau. Pourrais-tu prêter environ 2000 reais? C'est juste jusqu'à la fin du mois. 2000 reais représentaient presque la moitié de mon salaire à l'époque. Mais c'était ma famille. C'était ma mère. Bien sûr que j'allais aider. J'ai transféré l'argent le jour même. À la fin du mois, rien. Aucune mention du sujet. Quand j'ai finalement demandé, des semaines plus tard, ma mère a semblé sincèrement surprise. Oh, ma fille, je pensais que c'était un cadeau, pas un prêt. Tu n'as pas dit que tu en avais besoin en retour. Je n'ai pas insisté. Après tout, la famille aide la famille, n'est-ce pas? La deuxième demande est venue 3 mois plus tard. Puis la troisième. Puis la quatrième. Toujours des montants entre 1000 et 3000 reais. Toujours avec des promesses de remboursement qui ne se concrétisaient jamais. Toujours accompagné de « c'est juste cette fois et nous traversons un moment difficile ». Pendant ce temps, Raphaël entreprenait. Il avait obtenu son diplôme et décidé d'ouvrir sa propre entreprise de conseil en ingénierie. Mes parents ont investi toutes leurs économies en lui, environ 50 000 reais que mon père avait mis de côté pendant des années. L'entreprise a fait faillite en 8 mois. Ces choses arrivent dans le monde des affaires, disait ma mère, consolant Raphaël alors qu'il retournait vivre chez nos parents à 27 ans. Au moins il a essayé. Il est courageux. Camilla, quant à elle, était à la faculté de design de mode, entièrement financée par mes parents. Elle changeait de petite amie chaque mois, sortait en boîte 3 fois par semaine, et réussissait à peine ses matières. Mais elle était jeune et profitait de la vie. Moi, à 23 ans, je travaillais en double équipe à l'hôpital, vivant dans un appartement minuscule que je partageais avec une collègue, et envoyant de l'argent à la maison tous les mois. En 2012, ma grand-mère maternelle, Lucia, a eu un AVC. Elle a survécu, mais avec des séquelles importantes. Elle avait besoin de soins constants. Devinez qui est devenue la principale soignante? Ubia, tu es infirmière. Tu sais quoi faire, a argumenté ma mère quand j'ai suggéré d'engager une professionnelle. Et ce serait un gaspillage d'argent de payer quelqu'un alors que tu peux t'occuper d'elle. Maman, je travaille à temps plein. Je ne peux pas m'occuper de mamie pendant la journée. Alors occupe-toi d'elle la nuit et les week-ends. Je m'occupe d'elle pendant la journée. Sauf que ma mère ne s'en occupait pas pendant la journée. Elle laissait mamie devant la télé et sortait retrouver des amis, faire du shopping, aller au salon de coiffure. J'arrivais de mon service à l'hôpital, épuisée, et je devais donner le bain à mamie, faire les exercices de kinésithérapie, préparer la nourriture appropriée pour elle, vérifier les médicaments. Raphaël cherchait du travail. Camilla était occupée avec la fac. Seul moi était disponible, apparemment. Et ainsi passèrent les années. 2012, 2013, 2014, 2015. Moi m'occupant de mamie, travaillant, envoyant de l'argent à la maison, organisant les anniversaires de la famille, étant la personne que tout le monde appelait quand ils avaient besoin de quelque chose. Mais lors des réunions de famille, qui recevait les compliments? Raphaël, qui avait finalement trouvé un emploi comme ingénieur dans une entreprise moyenne, gagnant un salaire raisonnable. Camilla, qui avait obtenu son diplôme et décroché un stage dans une boutique célèbre. Jamais moi, qui maintenais tout en marche dans les coulisses. En 2016, quelque chose s'est produit qui a changé ma perspective, au moins un peu. J'ai rencontré Diego. Diego était chirurgien orthopédiste dans l'hôpital où je travaillais. Il avait 2 ans de plus que moi, divorcé, sans enfant. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un me voyait. Me voyait vraiment. Tu es incroyable, m'a-t-il dit lors de notre 3e rendez-vous. La façon dont tu prends soin des patients, le dévouement que tu as, l'intelligence avec laquelle tu résous les problèmes. Tu es l'une des personnes les plus compétentes que j'ai jamais rencontrées. J'ai failli pleurer. Parce qu'en 29 ans de vie, je ne me souvenais pas que quelqu'un de ma famille ait dit quelque chose de vaguement similaire. Diego et moi avons commencé à sortir sérieusement ensemble en juillet 2016. Il a rencontré ma famille à Noël cette année-là, et j'ai pu voir la dynamique à travers ses yeux pour la première fois. Ta famille est intéressante, a-t-il dit diplomatiquement sur le chemin du retour. Intéressante comment? Ubia,
tu te rends compte que tu as passé toute la journée à servir tout le monde, nettoyer, organiser, et personne ne t'a même remercié? Et quand tu as essayé de raconter l'histoire de ce patient que tu as sauvé la semaine dernière, ta mère a changé de sujet pour parler de la nouvelle petite amie de Raphaël? J'avais remarqué. Mais entendre quelqu'un de l'extérieur valider cela était différent. C'est toujours comme ça, ai-je admis. Je suis en quelque sorte l'assistante de la famille. Tu n'es l'assistante de personne, Bia. Tu es une professionnelle incroyable, une personne merveilleuse, et tu mérites d'être traitée comme telle. Ces mots ont planté une graine. Une petite graine, mais qui commencerait à grandir. Les années suivantes ont été plus du même, mais avec Diego à mes côtés, j'ai commencé à remarquer des schémas que j'acceptais auparavant comme normaux. Comment ma mère ne posait jamais de questions sur mon travail, mais pouvait parler pendant des heures de la carrière de Raphaël. Comment on attendait toujours de moi que je sois disponible pour les urgences familiales, mais quand j'ai eu besoin d'aide pour déménager, personne n'est venu. En 2019, mamie Lucia est décédée. J'étais avec elle quand c'est arrivé, tenant sa main, après 7 ans à m'occuper d'elle presque seule. Aux funérailles, ma mère pleurait de façon dramatique sur comment elle avait été une soignante dévouée de sa propre mère. Des gens que je ne connaissais même pas venaient me dire combien ma mère était forte et abnégée. Je n'ai rien dit. Que pouvais-je dire? Que j'avais passé d'innombrables nuits éveillées à m'occuper de mamie pendant que ma mère dormait? Que j'avais payé une bonne partie des médicaments de ma propre poche? Que je m'étais sacrifiée pendant des années pendant que mes frères et sœurs vivaient leur vie? Diego était furieux. Et tu dois dire quelque chose, Bia. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas le moment, ai-je répondu. Et ce ne l'était pas. Pas aux funérailles. Mais le moment approchait. Je ne le savais juste pas encore. En 2020, la pandémie est arrivée et a tout bouleversé. Moi, en tant qu'infirmière, j'étais en première ligne. Je travaillais des services de 12, parfois 16 heures, rentrais à la maison épuisée, avec peur d'être contaminée, devant m'isoler de Diego pendant des semaines d'affilée. Ce fut la période la plus difficile de ma carrière. Ma famille appelait? Oui. Mais pas pour demander comment j'allais. Bia, tu peux prendre ce médicament pour la tension de ton père à l'hôpital? Il est en rupture de stock à la pharmacie, demandait ma mère. Bia, tu connais un médecin qui pourrait voir Camilla en visioconférence? Elle a une grippe et ne veut pas aller au centre de santé. Bia, tu penses pouvoir obtenir un rendez-vous de vaccination prioritaire pour Raphaël? Il est très anxieux à propos de toute cette situation. Jamais comment vas-tu, ma fille, ou es-tu en sécurité, ou as-tu besoin de quelque chose? Toujours des demandes. Toujours leurs besoins que je devais résoudre. Diego, qui était orthopédiste et n'était pas aussi exposé que moi, s'inquiétait constamment pour moi. Il laissait de la nourriture à la porte de mon appartement, envoyait des messages d'encouragement, a organisé une surprise d'anniversaire virtuelle quand j'ai eu 33 ans en avril 2020. Ma famille a oublié mon anniversaire cette année-là. Littéralement oublié. Quand je l'ai mentionné une semaine plus tard, ma mère a dit « Oh, Bia, avec tout ce qui se passe dans le monde, l'anniversaire est la dernière chose qui me vient à l'esprit. Ne sois pas dramatique. » Raphaël avait célébré son anniversaire en février, quelques semaines après le début officiel de la pandémie, et avait quand même eu un gâteau, des félicitations en visioconférence, des cadeaux. Mais moi j'étais dramatique. C'est en août 2020 que les choses ont commencé à empirer financièrement pour mes parents. Mon père avait perdu plusieurs clients, beaucoup de petites entreprises ont fermé pendant la pandémie et n'avaient plus besoin de comptables. Leurs revenus ont chuté drastiquement. Et devinez qui ils ont appelé? Bia, chérie, nous sommes dans une situation difficile, a commencé ma mère. Et je savais déjà ce qui allait suivre. Nous avons besoin d'aide ce mois-ci. Juste pour couvrir les factures de base. Environ 4000 reais. 4000 reais. Je risquais ma vie à l'hôpital tous les jours, mais bien sûr, je devais leur donner mon argent. Maman, j'ai aussi des finances serrées. La pandémie a affecté tout le monde, et... Bia, nous sommes ta famille. Tu vas nous laisser sans électricité, sans eau? Comment peux-tu être aussi égoïste? Égoïste. Ce mot a brûlé. Mais j'ai transféré l'argent. Et le mois suivant, 4000 de plus. Et l'autre, 3000. Et ainsi pendant des mois. Quand le compte a atteint 15 000 reais, j'ai finalement demandé quand il pourrait me rembourser. Rembourser? Bia, tu gagnes bien ta vie comme infirmière. Et tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de grosses dépenses. Nous avons toute une maison à entretenir.
Je pensais que tu aidais la famille par amour, pas par intérêt. Par amour. Comme si l'amour signifiait me saigner financièrement tout en me traitant comme une citoyenne de seconde classe. Diego était furieux quand je lui ai raconté. Bia, tu dois arrêter ça. Ils profitent de toi de façon absurde. Ce sont mes parents, Diego. Je ne peux pas simplement les abandonner. Je ne te demande pas d'abandonner qui que ce soit. Je te demande de fixer des limites. Et où sont Raphaël et Camilla dans cette histoire? Pourquoi es-tu la seule qui doit t'aider? Bonne question. Raphaël vivait avec une nouvelle petite amie, travaillait normalement, apparemment avec assez d'argent pour dîner dehors toutes les semaines à en juger par les photos sur Instagram. Camilla avait trouvé un emploi à distance dans une agence de publicité et gagnait plutôt bien sa vie. Mais je ne les ai jamais entendus mentionner qu'ils aidaient financièrement mes parents. Quand j'ai demandé subtilement à ma mère à ce sujet, elle a dit « Raphaël construit sa vie, Bia. Il doit économiser de l'argent. Et Camilla gagne encore très peu, la pauvre. Tu es la plus stable de vous trois. » Stable. Quel mot intéressant pour celle qu'on saigne toujours parce qu'elle ne dit jamais non. La pandémie a finalement commencé à s'améliorer en 2021. Les vaccins sont arrivés, les cas ont diminué, la vie a commencé à revenir à la normale. J'étais épuisée, traumatisée par tout ce que j'avais vu à l'hôpital, mais vivante. Diego m'a demandé en mariage en décembre 2021, lors d'un voyage que nous avons fait à la plage. C'était parfait, simple, juste nous deux. La bague était magnifique, il avait économisé pendant des mois. J'ai dit oui sans hésiter. Quand je l'ai annoncé à ma famille, la réaction a été tiède. « Oh, c'est bien, ma fille », a dit ma mère au téléphone. « Ce sera quand ? » Nous n'avons pas encore décidé, mais probablement fin 2022. HM. Bon, prévenez à l'avance parce que ces choses coûtent cher, hein ? J'espère que vous ne vous attendez pas à ce qu'on aide beaucoup financièrement. J'ai failli rire. Aider financièrement ? Moi qui les avais aidés avec plus de 50 000 reais ces dernières années, et elle s'inquiétait que j'attende de l'aide d'eux ? Un non, maman. Diego et moi allons tout payer. Heureusement. Ah, avant que j'oublie, tu peux prêter 2000 de plus ce mois-ci ? La facture d'électricité est arrivée élevée. J'ai pris une grande respiration. Maman, je dois économiser pour le mariage maintenant. Bia, ce n'est que 2000 reais. Tu ne vas pas le sentir passer. Je le sentais passer. Chaque centime. Mais j'ai transféré quand même, parce que je n'avais pas encore appris à dire non. La planification du mariage a été stressante. Diego et moi voulions quelque chose de simple mais beau, environ 80 personnes. J'étais enthousiaste, faisant des listes, cherchant des traiteurs, choisissant des robes. Ma mère critiquait chaque décision. Cet endroit est trop simple pour un mariage, Bia. Que vont penser les gens ? Cette robe te fait des hanches larges. Tu ne veux pas en essayer une autre ? Des fleurs sauvages ? Bia, c'est un mariage ou un pique-nique ? Camilla, pendant ce temps, planifiait sa propre fête de fiançailles, elle s'était fiancée 3 mois après moi. Sa fête aurait lieu dans un traiteur chic, avec une décoration élaborée, plus de 200 invités. Camilla a bon goût, a commenté ma mère. Elle sait faire les choses avec classe. La différence était flagrante. Chaque détail de la fête de Camilla était célébré et discuté avec enthousiasme en famille. Mon mariage était traité comme une obligation gênante. En mars 2022, Raphaël a annoncé qu'il allait se marier aussi. Lui et sa petite amie, Juliana, n'étaient ensemble que depuis 8 mois, mais quand on sait, selon ma mère. Son mariage aurait lieu en juin, 3 mois avant le mien. Et soudain, toutes les ressources émotionnelles et financières de la famille étaient tournées vers lui. Ma mère a passé des semaines à aider à choisir le lieu, la décoration, le menu. Mon père a magiquement trouvé 15 000 reais pour aider avec les coûts. Camilla a été demoiselle d'honneur et a reçu une robe coûteuse achetée par mes parents pour l'occasion. Maman, je pensais que vous n'aviez pas d'argent, ai-je commenté lors d'un appel. Oh, Bia, on s'est débrouillé. Pour le mariage de Raphaël, on fait n'importe quel sacrifice. C'est le premier fils, hein ? C'est spécial. Et mon mariage n'était pas spécial ? J'étais l'enfant du milieu donc je ne comptais pas ? Le mariage de Raphaël était magnifique, je l'admets. La fête était grande, élégante, chère. Mes parents rayonnaient de fierté. J'étais là, bien sûr, aidant avec les derniers détails, courant d'un côté à l'autre, m'assurant que tout se passe parfaitement. Merci de ton aide, Bia, m'a dit Raphaël à un moment.
Et tu es toujours si serviable. Serviable. Comme si c'était un trait de personnalité et non une obligation qui m'avait été imposée depuis l'enfance. Après le mariage de Raphaël, j'ai essayé d'avoir une conversation sérieuse avec ma mère à propos de mon mariage. Maman, j'aimerais que tu sois plus enthousiaste pour mon mariage. On dirait que tu t'en fiches. Ne sois pas ridicule, Bia. Bien sûr que je m'en soucie. Je trouve juste que tu fais des choix discutables, mais c'est ta vie. Des choix discutables comme quoi? Eh bien, te marier à 35 ans, pour commencer. Et avec un homme divorcé. Et ce mariage trop simple. Les gens vont penser que vous n'avez pas les moyens. Diego est merveilleux, maman. Et son âge ou son état civil antérieur n'ont pas d'importance. Et nous faisons le mariage qui rentre dans notre budget parce que, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai envoyé beaucoup d'argent chez vous ces dernières années. Elle est devenue rouge. C'était de l'aide pour la famille. Tu ne peux pas nous jeter ça à la figure maintenant. Je ne vous jette rien à la figure. J'explique juste pourquoi je ne peux pas faire une fête géante comme celle de Raphaël. Raphaël n'a pas constamment demandé notre aide financière, a-t-elle rétorqué. J'ai failli m'étouffer. Maman, vous avez donné 15 000 reais pour son mariage. Et je n'ai jamais rien demandé. C'est vous qui me demandez toujours. Parce que tu en as. Tu gagnes bien ta vie, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de grosses dépenses. C'est égoïste de ta part de ne pas aider ta propre famille. Et c'était reparti. Égoïsme. Moi, qui avais donné des centaines d'heures à m'occuper de mamie. Moi, qui avais envoyé des milliers de reais. Moi, qui étais toujours disponible. J'étais l'égoïste. Je suis sortie de cette conversation furieuse et frustrée. Diego m'a trouvé en train de pleurer sur le balcon de notre appartement ce soir-là. Mon amour, nous devons parler de ta famille, a-t-il dit doucement. Je sais. Je sais qu'il ne me traite pas bien. Mais c'est ma famille, Diego. Je ne peux pas simplement couper les ponts. Je ne te demande pas de couper les ponts. Mais tu dois fixer des limites sérieuses. Bia, tu as donné plus de 70 000 reais à tes parents ces dernières années. 70 000. C'est l'argent que nous aurions pu utiliser pour un acompte sur une maison. Et ils ne te remercient même pas. Ils en demandent juste plus. 70 000 reais. Entendre le chiffre à voix haute m'a choqué. Je savais que c'était beaucoup, mais l'entendre ainsi, concrètement, a été comme un coup de poing dans l'estomac. Et ce n'est pas seulement l'argent, a continué Diego. C'est le temps, l'énergie émotionnelle, le respect. Il te traite comme une employée, pas comme une fille. Et il est temps que tu dises stop. Il avait raison. Je le savais. Mais c'était effrayant de penser à les confronter. À fixer des limites. À risquer le peu de relations que nous avions. Je ne sais pas si je peux, ai-je admis. Tu peux. Et je serai à tes côtés quand tu décideras de le faire. Notre mariage a eu lieu en septembre 2022. C'était une belle journée, exactement comme nous le voulions. Simple, intime, pleine d'amour. Les amis de Diego étaient tous là, enthousiastes et heureux pour nous. Ma famille était présente, mais semblait accomplir une obligation. Ma mère s'est plainte de la chaleur. Camila a passé toute la cérémonie sur son téléphone. Raphaël est arrivé en retard. Mon père a été gentil, comme toujours, mais je pouvais voir qu'il était fatigué de servir de médiateur entre ma mère et moi. Pendant la fête, ma mère a tenu à comparer mon mariage à celui de Raphaël. Le traiteur de Raphaël était meilleur, a-t-elle commenté avec une tante. Et il y avait plus de variété. Bia a voulu économiser, hein? Chacun fait ce qu'il peut. J'ai entendu. Et ça a fait mal. Mais c'était mon jour de mariage, alors j'ai essayé de ne pas laisser cela m'affecter. La lune de miel a été merveilleuse. Diego et moi sommes allés dans le nord-est, nous sommes restés une semaine dans une auberge sur la plage, déconnectés du monde. C'était la première fois en année que je me sentais vraiment légère, sans le poids constant des attentes et des demandes de ma famille. Nous sommes revenus en octobre, bronzés et heureux. Et c'est alors qu'est venue la demande suivante. Bia, nous devons parler, a dit ma mère au téléphone 3 jours après mon retour. Mon cœur a coulé. Je savais déjà. Ton père et moi avons une dette de carte de crédit. 7 000 reais. Les intérêts nous dévorent vivants. Pourrais-tu aider? 7 000 reais. Juste après la lune de miel. Juste après avoir dépensé toutes mes économies pour le mariage. Maman, je n'ai pas cet argent maintenant. Je viens de me marier,
j'ai dépensé tout ce que j'avais économisé. Nubia, ce sont tes parents. Comment peux-tu nous laisser nous enfoncer dans les dettes? Tu as toujours été si égoïste. Égoïste. Encore ce mot. Comme si je n'avais pas donné des années de ma vie et des dizaines de milliers de reais pour eux. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Ce n'était pas dramatique, ce n'était pas explosif. C'était silencieux et définitif. Comme une porte se fermant doucement mais fermement. Un non, maman. Silence de l'autre côté de la ligne. Comment ça? J'ai dit non. Je ne vais pas donner l'argent. Bia, tu ne comprends pas la gravité. Je comprends parfaitement. Et la réponse est toujours non. Vous devez résoudre cela vous-même ou demander de l'aide à Raphaël et Camilla. Raphaël a des dépenses. Il vient de se marier aussi. Et je n'ai pas de dépenses? Maman, je viens de me marier. Et contrairement à Raphaël, je n'ai pas eu 15 000 reais d'aide de mes parents. En fait, j'ai donné 15 000 reais à mes parents ces derniers mois. C'est différent. C'était une aide ponctuelle. Qui n'a jamais été remboursée. Comme tous les autres prêts des dernières années. Elle a pris une grande respiration, et je pouvais sentir la colère venir. Et tu sais, Béatrice, j'ai toujours su que tu avais ce côté ingrat. J'ai toujours su que tu étais la plus difficile des trois. Mais je ne pensais pas que tu irais jusqu'à ce point. Quel point, maman? Le point d'avoir des limites? Le point de ne pas me laisser saigner financièrement à l'infini? Le point de tourner le dos à la famille qui t'a élevé? La famille qui m'a élevée pour être la servante émotionnelle et financière de tout le monde? Cette famille-là? Elle m'a raccroché au nez. Je suis restée à regarder le téléphone, tremblante, mais pas de peur ou de regret. De soulagement. J'avais finalement dit non. Diego, qui avait tout entendu depuis la chambre, est venu me prendre dans ses bras. Je suis fière de toi, a-t-il dit. Et pour la première fois, j'étais aussi fière de moi-même. Les jours suivants ont été étranges. Ma mère n'a pas rappelé. Mon père a envoyé un message timide, ta mère est très contrariée. Ce serait peut-être bien que tu l'appelles. Je n'ai pas appelé. Raphaël m'a envoyé un message, Bia, que se passe-t-il? Maman a dit que tu as refusé de les aider. J'ai répondu, c'est vrai. Et tu peux aider, si tu veux. Ou Camilla. J'ai déjà assez aidé. Il n'a pas répondu. Camilla m'a appelé, indignée. Bia, maman est dévastée. Comment peux-tu lui faire ça? Camilla, sais-tu combien d'argent j'ai déjà donné ces dernières années? Je ne sais pas et ça n'a pas d'importance. Ce sont nos parents. 70 000 reais, Camilla. 70 000. Combien as-tu donné? Silence. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit, et j'ai raccroché. La paix qui a suivi était étrange. Pas d'appel constant demandant de l'argent ou des faveurs. Pas de critiques quotidiennes. Pas la pression d'être la fille parfaite et serviable. Diego et moi avons commencé à chercher une maison à acheter. Avec l'argent que j'ai arrêté d'envoyer à mes parents, nous avons pu économiser pour un acompte en quelques mois. Nous avons trouvé un endroit parfait en novembre 2022, une petite maison mais confortable dans un quartier tranquille. Je n'ai pas dit à ma famille immédiatement. Je voulais préserver cette joie juste pour Diego et moi pendant un moment. C'est en décembre que ma mère a repris contact. Elle a appelé en disant qu'elle voulait faire la paix, que les fêtes de fin d'année approchaient et qu'il était important que la famille soit unie. J'ai accepté d'aller à Noël. Diego est venu avec moi, comme soutien moral. La maison de mes parents était décorée comme toujours. Le sapin, les décorations, l'odeur de nourriture. Tout était familier, mais je me sentais différente. Plus forte. Plus consciente. Raphaël et Juliana étaient là. Camilla et son fiancé, Pedro. Ma tante Vera et mon oncle Polo. Mes cousins. Le dîner a commencé normalement. Conversation légère, bonne nourriture. J'étais détendue, pensant que peut-être les choses pourraient s'améliorer. Jusqu'à ce qu'arrive l'heure des desserts, et que ma mère décide de faire des annonces. Raphaël et Juliana ont une merveilleuse nouvelle à partager, a-t-elle annoncé, les yeux brillants. Raphaël a souri, embarrassé. Eh bien, Juliana est enceinte. Nous allons avoir un bébé. La table a explosé en félicitations. Câlin, félicitations, larmes de joie de ma mère. Mon père a porté un toast. C'était une célébration authentique et belle, et j'étais heureuse pour mon frère. Vraiment. Après que l'enthousiasme soit retombé,
Camila a décidé de partager aussi. Puisque nous partageons des nouvelles, Pedro et moi avons fixé la date du mariage. Ce sera en mai, dans une belle ferme. Plus de célébrations. Plus de câlins. Ma mère planifiait déjà à voix haute comment elle allait aider avec les préparatifs. C'est alors que Diego m'a doucement poussé du coude. J'avais une nouvelle aussi. Nous en avions une. En fait, Diego et moi avons aussi une nouvelle, ai-je dit pendant une pause. Ma mère m'a regardé avec une expression que je n'ai pas pu déchiffrer. Nous avons racheté une maison, ai-je annoncé en souriant. Nous avons conclu l'affaire la semaine dernière. Nous sommes très heureux. Le silence qui a suivi était inconfortable. Aucune explosion de joie. Aucun câlin. Juste des regards. Une maison, a finalement dit ma mère. Comment ça, une maison? Une maison, maman. 3 chambres, avec jardin. Un endroit à nous. Et comment avez-vous eu l'argent pour ça? Je pensais que tu n'avais pas les moyens après le mariage. Nous avons économisé. Et sans avoir à envoyer de l'argent à personne tous les mois, nous avons pu économiser pour la compte assez rapidement. C'était un commentaire subtil, mais tout le monde a compris. Ma mère est devenue rouge. Là, je vois. Alors maintenant que tu as de l'argent pour une maison, tu décides de nous jeter à la figure que tu as aidé la famille. Je ne jette rien à la figure de personne, maman. Je partage juste une nouvelle, comme Raphaël et Camila. C'est très différent, Béatrice. Raphaël va être père. Camila va se marier. Ce sont de vraies réussites. Toi tu as acheté une maison. Félicitations. Le ton dédaigneux a fait mal, mais je ne l'ai pas montré. Merci, ai-je simplement dit. Raphaël semblait mal à l'aise. Bien, félicitations pour la maison. C'est une grande réussite. Merci, Rafa. Mais l'ambiance avait changé. La joie précédente s'était évaporée. Ma mère était clairement irritée, et je savais que le pire était encore à venir. Je suis allée dans la cuisine aider à faire la vaisselle, les vieilles habitudes ont la vie dure. Ma mère m'a suivie. Je dois te parler, a-t-elle dit en fermant la porte. J'ai continué à laver la vaisselle, préparée à ce qui allait venir. À propos de cette maison, a-t-elle commencé. Tu trouves vraiment ça juste? Tu as de l'argent maison, mais tu as laissé ton père et moi nous enfoncer dans les dettes? Je me suis retournée pour lui faire face. Maman, j'ai donné 70 000 reais ces dernières années. 70 000. C'est plus que le montant de la compte de ma maison. J'ai largement payé ma part. C'était ton devoir d'aider. Nous sommes tes parents. Et vous deviez me traiter avec respect, mais cela ne s'est jamais produit. Elle a cligné des yeux, surprise par ma réponse directe. Et tu sais, Béatrice, tu as toujours été problématique. Depuis petite. Toujours à te plaindre, toujours à vouloir de l'attention. Raphaël et Camila n'ont jamais causé de problème comme toi. Quelque chose en moi a finalement explosé. Des années de frustration refoulée, de blessures avalées, de colère étouffée. Problématique? J'étais problématique parce que je voulais que vous me prêtiez attention? Parce que je voulais un minimum de reconnaissance pour ce que je faisais? Tu ne faisais rien de spécial. Tu faisais juste ton devoir. Mon devoir était de m'occuper de mamie seule pendant 7 ans? Mon devoir était de vous financer? Mon devoir était d'être invisible pendant que vous célébriez chaque mouvement de Raphaël et Camila? Elle a croisé les bras. Et tu exagères, comme toujours. J'exagère? Maman, tu as oublié mon anniversaire en 2020. Complètement oublié. Mais tu te souviens que pour l'anniversaire de Raphaël, 2 semaines plus tard, tu as organisé une fête en visioconférence? C'était la pandémie. Tout le monde était stressé. Ce n'est pas une excuse. Je risquais ma vie à l'hôpital tous les jours, et tu n'appelais même pas pour savoir si j'étais vivante, seulement pour demander des faveurs. Ma mère a reculé d'un pas, comme si je l'avais frappée. Mais je ne pouvais plus m'arrêter maintenant. Les vannes s'étaient ouvertes. Et tu sais combien de fois j'ai pleuré seule dans mon appartement après avoir parlé avec toi? Combien de fois je me suis demandé ce qui n'allait pas chez moi, pourquoi je n'étais jamais assez bien? Béatrice, tu es dramatique. Non. Tu ne vas plus me faire ça. Tu ne vas plus minimiser mes sentiments, tu ne vas plus me dire que j'exagère. J'ai passé 35 ans de ma vie à essayer de gagner ton amour, ton approbation, et ce n'était jamais suffisant. Jamais. Ma voix était forte maintenant. Je savais que probablement tout le monde dans la salle à manger écoutait, mais je m'en fichais.
J'ai eu d'excellentes notes? Ça n'avait pas d'importance, parce que Raphaël avait réussi une matière qu'il avait échoué 2 fois. J'ai obtenu mon diplôme avec les honneurs? Ça n'avait pas d'importance, parce que Camilla avait obtenu un stage. Je sauvais des vies à l'hôpital? Ça n'avait pas d'importance, parce que Raphaël avait été mentionné dans un projet. Rien de ce que je faisais n'était suffisant. Nous t'avons toujours soutenu. Soutenu? Vous m'avez utilisé. Utilisé comme babysitter gratuite, comme soignante gratuite, comme banque personnelle, comme employée de maison. Et quand j'ai finalement eu le courage de dire non, de fixer des limites, je suis devenue la méchante. Ma mère avait les yeux embués, mais pas de tristesse. C'était de la colère. De la colère pure. Tu es ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Quoi? Qu'avez-vous fait pour moi? Vous m'avez élevé? Félicitations, c'est le minimum attendu de parents. Vous n'êtes jamais venu à une présentation scolaire à moi, mais vous êtes allé à toutes celles de Raphaël et Camilla. Vous avez payé leurs études, mais j'ai dû me débrouiller. Vous avez célébré chacune de leurs réussites, mais les miennes étaient attendues ou pas si importantes, point. Diego est apparu à la porte de la cuisine. Bien, ça va? Tout va bien, ai-je dit, sans quitter ma mère des yeux. Je dis juste enfin des vérités qui auraient dû être dites il y a des années. Mon père est apparu derrière Diego, l'air inquiet. Raphaël et Camilla étaient aussi dans le couloir. Tante Vera regardait avec curiosité depuis le salon. Béatrice, parlons de ça en privé, mon père a essayé de médier. Non, papa. Assez de parler en privé, de cacher, de faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Vous voulez savoir la vérité? La voici, je suis fatiguée. Fatiguée d'être la fille invisible. Fatiguée d'être assez bien pour demander de l'argent, mais pas assez bien pour recevoir de la reconnaissance. Je me suis tournée vers Raphaël. Savais-tu que j'ai payé tes dettes de prêt étudiant en 2020? 10 000 reais. Maman me l'a demandé et m'a dit de ne pas te le dire parce que ce serait embarrassant. Raphaël est devenu pâle. Quoi? Je pensais qu'ils avaient. Non. C'était moi. Tout comme c'était moi qui ai payé leurs factures pendant la pandémie. Tout comme c'était moi qui ai payé les frais d'inscription au barreau de Camilla. Tout comme c'était moi qui ai financé les médicaments de mamie que l'assurance ne couvrait pas. Toujours moi. Camilla a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. 73 000 reais, ai-je dit, et tout le monde s'est tu. 73 000 reais au fil des années. J'ai fait les comptes. Et c'est sans compter les heures innombrables à m'occuper de mamie, organiser les fêtes de famille, résoudre les problèmes de tout le monde. Bien, je ne savais pas, a commencé Raphaël. Je sais que tu ne savais pas. Parce que vous étiez tous les deux occupés à vivre vos vies, recevant tout le soutien émotionnel et financier de nos parents, pendant que j'étais celle qui soutenait tout dans les coulisses. Et tu sais ce qui est pire? Ce n'est même pas l'argent. C'est le mépris. C'est d'être traité comme si je ne valais rien. J'ai regardé ma mère à nouveau. Tu m'as appelé la déception de la famille. Devant tout le monde. Lors d'un dîner où je suis venue préparer à partager quelque chose de bien, à essayer de reconstruire notre relation. Et tu m'as appelé déception. Je ne voulais pas dire exactement. Non. Tu voulais dire exactement ça. Parce que c'est ce que tu as toujours pensé. Je suis la déception parce que je ne suis pas médecin comme tu le voulais. Parce que je ne me suis pas mariée tôt comme tu l'espérais. Parce que je n'ai pas une carrière glamour comme Raphaël et Camilla. Parce que je suis juste une infirmière qui sauve des vies, mais bon, ce n'est pas aussi important que l'ingénierie ou le design, n'est-ce pas? Ma mère pleurait maintenant, mais je ne ressentais aucun remords. Je ressentais juste un immense soulagement, comme si je vomissais des années de poison que j'avais gardées en moi. Et autre chose, ai-je continué, ma voix plus calme maintenant, mais pas moins ferme. Je ne vais plus accepter d'être traitée ainsi. C'est fini. Si vous voulez avoir une relation avec moi désormais, ce sera à mes conditions. Avec respect. Sans demande d'argent. Sans critique constante. Sans comparaison. Sans me faire sentir petite pour que vous vous sentiez grand. Tu ne peux pas nous donner d'ultimatum, a dit ma mère entre deux sanglots. Ce n'est pas un ultimatum. C'est une limite. Et si vous ne pouvez pas respecter ça, alors peut-être qu'il vaut mieux que nous prenions nos distances. J'ai pris mon sac et fait signe à Diego. Il est immédiatement venu à mes côtés. Nous partons, ai-je dit. Joyeux Noël à tous. J'ai marché vers la porte.
Dans le couloir, mon père a doucement attrapé mon bras. Bia, attends. S'il te plaît. Je l'ai regardé. Son visage était fatigué, plus vieux que dans mes souvenirs. Il y avait des larmes dans ses yeux. Je suis désolé, a-t-il dit doucement. Tu as raison. Surtout. J'aurais dû te défendre plus. J'aurais dû voir ce qui se passait. Et tu as vu, papa. Tu as juste choisi de ne rien faire. Il a hoché la tête, avalant difficilement. Tu as raison. Et je vais devoir vivre avec ça. Mais s'il te plaît, n'abandonne pas complètement. Donne-moi une chance de faire mieux. J'ai regardé cet homme que j'aimais, qui avait toujours été plus gentil que ma mère, mais qui n'avait jamais eu le courage de s'opposer à elle. Je n'abandonne pas, papa. Mais je ne vais plus accepter de miettes d'affection pendant qu'on me saigne de tous les côtés. Si tu veux une vraie relation avec moi, tu vas devoir choisir de me défendre. Même quand c'est difficile. Surtout quand c'est contre maman. Je vais essayer. N'essaie pas, fais-le. Je suis sortie de cette maison la tête haute, main dans la main avec Diego. Mon cœur battait vite, mes mains tremblaient, mais je me sentais plus légère que je ne m'étais sentie depuis des années. Dans la voiture, Diego a tenu ma main. Tu as été incroyable là-dedans. Vraiment? Parce que je me sens horrible et soulagée en même temps. Tu as été courageuse. Et honnête. Et tout ce que tu as dit devait être dit depuis longtemps. J'ai appuyé ma tête contre le siège et fermé les yeux. Qu'est-ce que je viens de faire, Diego? Je viens de faire exploser ma famille à Noël. Tu as fixé des limites. Tu t'es défendu. Ce n'est pas faire exploser qui que ce soit, Bia. C'est se respecter soi-même. Les semaines suivantes ont été étranges. Mon téléphone est resté silencieux pendant 3 jours complets. Aucun appel, aucun message. C'était comme si ma famille avait décidé de me mettre en quarantaine émotionnelle. Le 4e jour, Raphaël a appelé. Bia, je ne sais pas quoi dire. J'ai réfléchi à tout ce que tu as dit, et tu as raison. Sur beaucoup de choses. Je n'avais jamais réalisé que tu payais mes dettes. Maman m'a dit qu'ils avaient utilisé le fonds d'urgence. Elle a menti. Elle vous a menti à tous les deux. Elle m'a demandé l'argent en disant que tu serais embarrassé si tu le savais, et elle t'a dit qu'ils avaient résolu ça eux-mêmes. Pourquoi ferait-elle ça? Parce que comme ça tu restais le fils parfait qui ne cause jamais de problème, et je restais la sœur utile mais invisible. Il est resté silencieux un long moment. Je dois te rembourser cet argent. Raphaël, ce n'est pas une question d'argent. Je sais que ce n'est pas juste une question d'argent. Mais c'est un début. Laisse-moi faire ça, s'il te plaît. J'ai les moyens de te rembourser maintenant. Quelque chose en moi s'est adouci. D'accord. Merci. Et Bia? Je suis désolée. Vraiment. J'étais tellement concentrée sur moi-même que je ne me suis jamais arrêtée pour voir ce qui t'arrivait. Ça va changer. C'était un petit début, mais c'était un début. Camilla a mis plus de temps à prendre contact. Quand elle a finalement appelé, 2 semaines après Noël, elle était sur la défensive. Bia, tu as laissé maman dévastée. Elle pleure tous les jours. Camilla, on m'a appelé la déception de la famille. Tu ne penses pas que j'ai le droit d'être contrariée? Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Arrête de la défendre. Tu étais là. Tu as entendu. Et tu m'as aussi appelé la difficile de la famille devant tout le monde pendant le Noël précédent. Je plaisantais. Non. Et même si c'était le cas, ce n'était pas drôle. C'était cruel. Toi et maman m'avaient toujours traité comme si j'étais le problème, alors qu'en réalité j'étais la seule qui maintenait cette famille en marche. Personne ne t'a demandé de faire ça. Si, vous l'avez fait. Constamment. Chaque fois qu'il y avait un problème, qui appeliez-vous? Chaque fois que vous aviez besoin d'argent, qui cherchiez-vous? Moi. Toujours moi. Camilla est restée silencieuse. J'ai payé tes frais d'inscription au barreau, Camilla. Tu le savais? Comment ça? 2500 reais. Maman me l'a demandé parce que tu avais des finances serrées après l'obtention du diplôme. Tu le savais ou tu pensais que c'était gratuit? Je pensais que papa et maman avaient aidé. Non. C'était moi. Comme toujours. Je l'ai entendu renifler de l'autre côté de la ligne. Bia, je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas. Mais tu n'as jamais demandé non plus.
Tu ne t'es jamais assez intéressé à ma vie pour remarquer que je me tuais à garder tout le monde heureux sauf moi-même. Je suis désolée. Moi aussi je suis désolée. Désolée d'avoir permis ça pendant si longtemps. Ma mère n'a pris contact que fin janvier, presque un mois après l'explosion de Noël. C'était un court message WhatsApp. Nous devons parler. Peux-tu venir à la maison samedi? Je n'ai pas répondu immédiatement. J'ai montré le message à Diego. Que veux-tu faire? A-t-il demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi veut l'ignorer. Une autre partie veut donner une dernière chance. Alors donne une dernière chance. Mais établis des règles claires avant. Et si elle ne peut pas les respecter, tu as tout à fait le droit de partir. Le samedi, je suis allée seule chez mes parents. Diego a proposé de m'accompagner, mais j'ai dit que je devais faire ça seule. Mon père a ouvert la porte. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en un mois. Bien. Merci d'être venu. Il m'a serré dans ses bras, et j'ai senti sa sincérité. Ta mère est au salon. Je vais rester aussi, si ça ne te dérange pas. Je pense que j'ai besoin d'entendre ça. Ma mère était assise sur le canapé, les mains sur les genoux. Elle aussi semblait différente. Plus fragile, d'une certaine manière. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré récemment. Je me suis assise dans le fauteuil en face d'elle. Mon père s'est assis à côté d'elle. Merci d'être venu, a commencé ma mère, la voix rauque. J'ai beaucoup pensé à ce que tu as dit à Noël. J'ai attendu, sans rien dire. Et j'ai parlé avec tante Vera. Et avec ta grand-mère Lucia, avant qu'elle ne parte. Elle m'avait dit certaines choses que j'ai ignorées à l'époque. Quelles choses? Elle m'a dit que j'étais injuste avec toi. Que je te traitais différemment de tes frères et sœurs. Je lui ai dit qu'elle imaginait des choses, que j'aimais tous mes enfants également. Ma mère s'est arrêtée, essuyant une larme. Mais je mentais. À elle et à moi-même. Mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé une expression neutre. La vérité c'est que tu m'as toujours rappelé moi-même. La personne que j'étais avant de me marier. J'étais aussi l'enfant du milieu. J'étais aussi la pratique, la responsable, pendant que ma sœur aînée était la belle et intelligente, et ma sœur cadette était la drôle et charismatique. Je ne savais pas ça. Ma mère ne parlait jamais de son enfance. Et j'ai détesté ça, a-t-elle continué. J'ai détesté me sentir invisible. J'ai détesté devoir travailler 2 fois plus pour la moitié de la reconnaissance. Alors quand tu es né, et que j'ai vu que tu tombais dans le même schéma. Je pense qu'une partie de moi s'est mise en colère contre toi. En colère contre moi? Pourquoi? Parce que tu me rappelais la partie de moi que je voulais oublier. La partie qui n'a jamais été suffisante. Et au lieu de te protéger de ça, j'ai perpétué. J'ai fait avec toi ce qu'on m'avait fait. C'était la première fois que ma mère montrait une véritable conscience de ce qu'elle avait fait. Ce n'était pas une excuse, mais c'était au moins une reconnaissance. Et l'argent, ai-je demandé? Et les demandes constantes? Mon père s'est agité mal à l'aise. C'était principalement ma faute. J'ai perdu beaucoup de clients pendant la pandémie, et nous nous sommes retrouvés dans une situation financière difficile. Ta mère a commencé à te demander de l'aide sans me le dire au début. J'avais honte, a admis ma mère. Honte d'admettre à Alberto que nous n'arrivions pas à payer les factures. Et je savais que tu aiderais parce que tu aidais toujours. Et vous en avez profité. Oui, a dit mon père fermement. Nous en avons profité. Et c'était mal. Très mal. Je n'ai pas d'excuses, Béatrice, a dit ma mère, et pour la première fois, sa voix semblait vraiment repentante. Je t'ai maltraité. Je t'ai utilisé. Je t'ai dévalorisé. Et tu ne méritais rien de tout ça. Non. Je ne méritais pas. Je ne sais pas si tu peux me pardonner. Je ne sais pas si je me pardonnerai à ta place. Mais je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Je comprends ce que je t'ai fait. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais passé toute ma vie à essayer d'impressionner, d'aimer, de comprendre. Maman, le pardon prendra du temps. Beaucoup de temps. Et il ne signifie pas revenir à ce que c'était avant. Je sais. Si tu veux avoir une relation avec moi désormais, certaines choses doivent changer. Pour toujours. De quoi as-tu besoin? Premièrement, plus aucune demande d'argent. Plus jamais. Si vous avez des problèmes financiers, consultez un conseiller, ajustez votre niveau de vie, mais ne venez plus me voir.
Mon père a hoché la tête. Je suis entièrement d'accord. Nous avons d'ailleurs déjà engagé un conseiller financier. Nous réorganisons tout. Et deuxièmement, pas de comparaison. Ne me montez pas contre Raphaël ou Camilla. Ne minimisez pas mes réussites ou ma carrière. Compris, a dit ma mère. Troisièmement, du respect. Du respect pour mes choix, pour mon mariage, pour ma vie. Si tu n'as rien de constructif à dire, ne dis rien. Je vais essayer. Non. Pas essayer. Faire. Ou nous n'aurons aucune relation. Elle a avalé difficilement et a hoché la tête. Et quatrièmement, j'aurai beaucoup moins de patience désormais. Si je sens que je suis utilisée ou manquée de respect, je partirai. Sans drame, sans explication. Je ne serai simplement plus disponible. Compris? Compris, a-t-elle dit, et mon père a répété. Nous sommes restés silencieux un moment. Ce n'était pas une réconciliation complète. Ce n'était pas une fin heureuse de film. Mais c'était un début, fragile, hésitant, mais possiblement réel. Il y a encore une chose, a dit ma mère. J'aimerais commencer une thérapie. Une thérapie individuelle, si tu es d'accord éventuellement, une thérapie familiale. Cela m'a surprise. Sérieusement? Oui. Tante Vera l'a suggéré. Elle a dit que je devais travailler sur mes propres problèmes avant de pouvoir réparer ce que j'ai cassé avec toi. C'était plus que ce à quoi je m'attendais. Beaucoup plus. Je pense que c'est une excellente idée, ai-je dit sincèrement. Je suis sortie de cette maison en me sentant différente. Pas guérie, les blessures de décennies ne guérissent pas en une conversation. Mais il y avait de l'espoir. Un espoir prudent, protégé, mais réel. Les mois suivants ont été de reconstruction lente. Ma mère a commencé la thérapie, et je pouvais voir de petits changements dans son comportement. Elle appelait pour demander comment j'allais, sans arrière-pensée. Elle commentait positivement sur mon travail. Elle a arrêté les comparaisons évidentes. Ce n'était pas parfait. Elle glissait encore parfois, faisant des commentaires subtilement critiques ou suggérant que je devrais faire les choses différemment. Mais quand je le lui faisais remarquer, elle s'excusait et se corrigeait. C'était du progrès. Raphaël a tenu parole. Il m'a remboursé les 10 000 reais en 3 versements sur 4 mois. Plus important encore, il a commencé à vraiment m'inclure dans sa vie. Il m'appelait pour discuter, demandait des conseils, partageait ses inquiétudes sur la paternité qui approchait. Ubia, je veux que mon fils te connaisse comme la tante incroyable que tu es, m'a-t-il dit lors d'un déjeuner en mars. Pas comme la tante que la famille traite mal. Je veux faire mieux. Camilla était plus compliquée. Elle oscillait entre essayer de se rapprocher et retomber dans les anciens schémas de comportement. Mais elle essayait aussi, à sa manière. En mai, Diego et moi avons emménagé dans notre nouvelle maison. C'était un processus excitant et stressant à la fois. Pour la première fois, nous avions un endroit qui était vraiment à nous. Mes parents ont offert de l'aide pour le déménagement. Ma première réaction a été de dire non, mais Diego m'a encouragé à accepter. Regarde comment ils se comportent, a-t-il dit. S'ils veulent vraiment faire partie de ta vie de façon saine, c'est une opportunité pour eux de le montrer. Le jour du déménagement, mon père est arrivé à 8 heures avec Raphaël. Ils ont passé toute la journée à porter des cartons, monter des meubles, aider à organiser. Ma mère a apporté le déjeuner pour tout le monde et, étonnamment, n'a pas fait un seul commentaire négatif sur la maison ou nos choix de décoration. La maison est magnifique, Bia, a-t-elle dit à la fin de la journée. Tu as bon goût. C'était simple, mais ça voulait tout dire. Camilla est arrivée le lendemain avec une plante de crémaillère comme cadeau. Désolée de ne pas avoir pu aider hier. J'avais un engagement que je ne pouvais pas annuler. Mais je voulais apporter ça. Merci, Camilla. Elle est magnifique. Il y avait encore un long chemin à parcourir, mais pour la première fois de ma vie adulte, je sentais que peut-être, juste peut-être, ma famille essayait vraiment de me voir. La vraie moi, pas seulement la version pratique qui résolvait les problèmes et donnait de l'argent. Diego et moi étions allongés dans notre nouvelle chambre ce soir-là, épuisés du déménagement, mais heureux. « Comment te sens-tu » a-t-il demandé. Fatigué. Pleine d'espoir. Effrayé. Effrayé pourquoi? Peur de me faire des illusions. Peur que ce soit temporaire et qu'ils retombent dans leurs anciens schémas. C'est possible. Mais s'ils y retombent, tu as déjà prouvé que tu peux fixer des limites. Tu n'es plus cette personne qui accepte n'importe quoi juste pour maintenir la paix. Il avait raison. J'avais changé.
Fondamentalement changé. En plus, a continué Diego en m'attirant plus près, tu as une famille ici aussi. Moi, nos amis, les gens que nous choisissons d'avoir dans nos vies. La famille de sang est importante, mais ce n'est pas tout. Je t'aime, ai-je dit. Je t'aime aussi. Et je suis très fière de toi. De la femme que tu es devenue, du courage que tu as eu. Je me suis endormie ce soir-là en me sentant plus complète que je ne m'étais sentie depuis des années. Il y avait encore du travail à faire, des blessures à guérir, des relations à reconstruire. Mais pour la première fois, je le faisais selon mes termes. Et ça faisait toute la différence. Les mois suivants ont apporté des révélations que je n'aurais jamais attendues. En juillet, j'ai reçu un appel de Camila. Sa voix était étrange, tendue. Bia, je dois te dire quelque chose. À propos de maman et de l'argent. Mon estomac s'est serré. Quoi? J'aidais maman à organiser des papiers pour le comptable, et j'ai trouvé d'anciens relevés bancaires. Bia. Elle recevait une pension de mamie Lucia. 1500 reais par mois pendant toutes ces années où tu t'occupais d'elle. Le monde s'est arrêté. Quoi? Mamie avait laissé une pension mensuelle pour celui qui s'occuperait d'elle. Maman recevait l'argent, mais te disait qu'il n'y avait pas de ressources pour embaucher de l'aide. Elle empochait tout pendant que tu te tuais à travailler gratuitement. J'ai raccroché et je suis restée à regarder le mur. 7 ans. 7 ans à m'occuper de mamie, détruisant ma santé, mon temps, pendant que ma mère en profitait. 126 000 reais au fil des années. Diego m'a trouvée assise par terre dans la cuisine, tremblante de colère. Mon amour, que s'est-il passé? Je lui ai raconté. J'ai vu la fureur envahir son visage aussi. Tu vas la confronter? Non, ai-je dit, et ma voix est sortie d'un calme effrayant. Je vais faire différemment cette fois. Le lendemain, j'ai appelé mon père. Seulement lui. Papa, tu savais pour la pension de mamie Lucia? Silence. Puis, un soupir lourd. Tu as découvert. Tu savais et tu ne m'as pas dit? Bien, je l'ai découvert seulement l'année dernière, quand j'organisais les impôts. J'ai confronté ta mère. C'était l'une des pires disputes que nous ayons jamais eues. Je lui ai dit qu'elle devait tout te rembourser. Et elle a refusé? Elle a dit qu'elle avait utilisé l'argent pour les dépenses de la famille. Que c'était son droit. J'aurais dû te le dire tout de suite, mais elle m'a supplié de ne pas le faire. Elle a dit que tu ne lui parlerais plus jamais si tu le savais. Elle avait raison. Bia. Papa, tu as choisi de la protéger au lieu de faire ce qui était juste. Encore une fois. Je sais. Et je suis désolée. J'essayais de garder la famille unie. La famille était déjà brisée. Tu faisais juste semblant de recoller les morceaux. J'ai raccroché. J'ai passé 2 jours à réfléchir. Diego m'a conseillé de poursuivre en justice, mais je savais que cela détruirait toute possibilité de relation familiale et me traînerait pendant des années devant les tribunaux. Alors j'ai fait quelque chose de différent. J'ai envoyé un seul email à toute la famille, parents, frères et sœurs, oncles, tantes, cousins. Tout le monde. Objet, la vérité sur ces dernières années. Dans l'email, j'ai tout mis. Chaque virement bancaire que j'avais fait, avec date et montant. Des captures d'écran des conversations où ma mère demandait de l'argent. L'information sur la pension de mamie Lucia qu'elle avait cachée. Les dettes de Raphaël que j'avais payées en secret. Les frais de Camila. Tout documenté, avec preuves. J'ai terminé ainsi. Pendant des années, j'ai été dépeinte comme la fille difficile, la déception. Maintenant vous connaissez la vérité. Je ne veux pas récupérer l'argent. Je considère ça comme le prix de ma libération. Mais je veux que tout le monde sache exactement qui a soutenu cette famille pendant qu'elle était traitée comme une ordure. N'attendez plus rien de moi. Pas d'argent, pas de faveur, pas de soins gratuits. Vous avez eu votre chance de faire ce qui était juste. Vous l'avez gaspillé. Béatrice. J'ai appuyé sur envoyer. Mon téléphone a explosé en 15 minutes. Appel, message, email furieux de ma mère. Message choqué d'oncle et de cousin. Ma tante Vera a appelé en pleurant, disant qu'elle avait toujours suspecté mais n'avait jamais eu de preuves. J'ai bloqué ma mère. J'ai bloqué tous ceux qui ont essayé de la défendre. 3 jours plus tard, Raphaël est apparu à ma porte. Il était différent, plus vieux, fatigué. Bia, je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien.
Je t'ai remboursé l'argent, mais maintenant je sais que c'était de l'argent que tu as pris sur ton propre salaire. Pendant que maman nageait dans l'argent de mamie. C'était ton choix de croire à ces mensonges, Raphaël. Tu n'as jamais questionné. Jamais enquêté. C'était plus facile d'accepter la version où j'étais la sœur serviable et eux les parents dans le besoin. Tu as raison. Il a passé sa main dans ses cheveux. Juliana attend une fille. Je veux que ma fille grandisse en connaissant sa tante. La vraie tante, pas la version que la famille a inventée. Peux-tu me donner cette chance? J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment vu pour la première fois depuis des années. Il essayait. Pas parfaitement, mais sincèrement. Une chance, Raphaël. Une seule. Mais si tu me déçois une fois, c'est fini. Compris. Camilla a mis plus de temps. Elle a finalement débarqué en septembre, 2 semaines avant son mariage. J'ai remboursé l'argent des frais sur le compte de Mamie Lucia, a-t-elle dit sans détour. 2500 reais. C'est là. Et j'ai annulé la grande fête de mariage. Quoi? Pedro et moi allons nous marier civilement, seulement avec des témoins. Nous allons utiliser l'argent que nous économiserons pour te rembourser. Ça va prendre du temps, mais nous allons rembourser. Camilla. Laisse-moi finir. J'ai passé ma vie à être choyée et protégée pendant que tu portais le poids de tout. J'étais complice, même sans le savoir. Et maintenant que je le sais, je ne peux plus me regarder dans le miroir. Alors laisse-moi faire ça. Laisse-moi au moins essayer de compenser. J'ai vu de la sincérité dans ses yeux. Une vraie honte et du remords. D'accord, ai-je dit. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, Camilla. Ça ne l'a jamais été. Je sais. Et je vais essayer d'être une meilleure sœur. Si tu me le permets. Mes parents? Mon père a essayé de se rapprocher plusieurs fois. Nous déjeunons ensemble une fois par mois, mais nous ne parlons plus jamais de ma mère. Il a choisi de rester avec elle, et j'ai choisi de garder mes distances. Ma mère a essayé de m'appeler des centaines de fois. A envoyé des lettres. Est venue chez moi 2 fois, je n'ai pas ouvert la porte. Finalement, en novembre, elle a envoyé une enveloppe. À l'intérieur, un chèque de 126 000 reais. La pension complète de Mamie Lucia. Et un court mot. Tu avais raison surtout. Je ne mérite pas ton pardon. Mais tu mérites ça. Maman. J'ai regardé ce chèque pendant des jours. C'était la reconnaissance que j'avais toujours voulu. L'admission de culpabilité. La restitution. Mais ça ne m'a pas fait me sentir mieux. Juste. Vide. J'ai déposé l'argent. Diego et moi avons utilisé la moitié pour rembourser la maison. L'autre moitié, je l'ai donnée à une maison de retraite au nom de Mamie Lucia. Et tu ne veux pas le garder? A demandé Diego. Non. Cet argent est empoisonné. Je veux qu'il fasse quelque chose de bien dans le monde, puisqu'il n'a causé que de la douleur dans ma vie. 1 an après l'explosion de Noël, j'étais assise sur le balcon de notre maison, buvant du café, quand Diego est sorti avec le téléphone. C'est Raphaël. Juliana est en travail. Nous sommes allés à l'hôpital. J'ai passé les 6 heures suivantes dans la salle d'attente avec mon père. Camilla est arrivée avec Pedro. Ma mère n'est pas venue, Raphaël lui avait demandé de ne pas venir. Quand ma nièce est née, Raphaël m'a appelé pour la rencontrer en premier. Bien, voici Lucia. Lucia Béatrice. J'ai pris ce tout petit bébé dans mes bras et j'ai commencé à pleurer. Pas de tristesse, mais de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Peut-être de l'espoir. Peut-être de la guérison. Là elle va grandir en sachant que sa tante est une héroïne, a dit Raphaël. Pas la version que la famille a inventée. La vraie. L'infirmière qui sauve des vies, la femme qui a eu le courage de fixer des limites, la personne la plus forte que je connaisse. J'ai regardé cet enfant et j'ai fait une promesse silencieuse, elle ne se sentirait jamais invisible. Elle ne se sentirait jamais moins. Elle connaîtrait sa valeur dès le premier jour. Aujourd'hui, 2 ans après cette explosion de Noël, ma vie est méconnaissable. Diego et moi sommes heureux. Nous avons construit une vie basée sur le respect mutuel et l'amour véritable, pas sur des obligations toxiques. Ma carrière a prospéré, je suis devenue coordinatrice des soins infirmiers, dirigeant une équipe incroyable. Raphaël et moi avons une vraie relation. Camilla essaie, et c'est suffisant pour le moment. Mon père et moi déjeunons 1 fois par mois. Ça ne sera jamais ce que ça aurait pu être, mais c'est honnête. Ma mère?
Je l'ai vue une fois, de loin, au premier anniversaire de Lucia. Elle semblait plus petite, plus vieille. Nos yeux se sont croisés une seconde. Elle a fait un signe hésitant. J'ai fait signe en retour et je me suis retournée. Peut-être qu'un jour je pourrai lui pardonner complètement. Peut-être pas. Mais j'ai appris que le pardon ne signifie pas oublier ou revenir en arrière. Cela signifie libérer la colère qui me consumait. Et je suis libre. Finalement, après 37 ans, je suis libre. La fille invisible a appris à se voir.